Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc bonjour à tous. Heu, Bonjour, voilà, moi c'est Christophe Tourneur, je travaille pour l'IRCE, et donc vas-y, je te laisse te présenter. je suis Yves Bongiorno, mais j'ai un petit slide juste après pour mieux expliquer qui je suis. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle DC Pilote Provence. Et donc vous êtes, ici, je vous en remercie pour un webinar sur, la thématique, de la vente d'un service, en B2B et pour apprendre les bonnes pratiques, en fait, pour déclencher, l'achat en face à face. Quelques mots sur l'IRCE pour commencer et ensuite, je laisserai Yves, avec vous pour discuter sur le sujet. Donc, l'IRCE, c'est une association à but non lucratif qui est basée, à Aix-en-Provence et qui accompagne les chefs d'entreprise, de la région sud, même si on tend à s'étendre au-delà de la région, dans leur stratégie d'entreprise. En fait, on va offrir une parenthèse stratégique aux dirigeants sur des parcours qui sont assez longs, qui durent plusieurs mois, qui sont multi-thématiques et on s'appuie, pour cela, pour cet accompagnement, sur des consultants experts comme Yves, qui vont venir, sur une thématique, accompagner les chefs d'entreprise. On propose aussi donc des webinars sur des focus sur des thématiques bien précises et c'est là qu'intervient Yves aussi, pour vous apporter toute son expertise. Et donc, je vais le laisser, animer ce webinar et je reviendrai ensuite, à la fin pour les questions-réponses, puisque le vos questions-réponses, donc vous pouvez les indiquer directement dans le chat si vous voulez. On les traitera donc en fin de webinaire. Surtout, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions, ça permettra de nourrir un peu le contenu de cette présentation et puis de rendre la chose un peu plus interactive. Euh, si je rajoute quelque chose sur l'IRCE avant que tu me laisses travailler sur ma partie, ce que moi j'apprécie beaucoup de l'IRCE, c'est que c'est probablement un des rares moments où un chef d'entreprise va pouvoir s'arrêter, se sortir de ses problèmes du quotidien et vraiment réfléchir différemment avec le support de gens qui vont challenger sa vision, qui vont l'aider à réfléchir, pour penser son entreprise vraiment différemment et peut-être repartir sur des bases qu'il n'aurait pas imaginé faire parce qu'il n'aurait pas consacré le temps nécessaire pour le faire. Donc j'aime bien cette parenthèse qu'on propose à ces chefs d'entreprise. Je te remercie et puis, je te laisse prendre la main. Merci, je vais me mettre en face. Donc moi j'ai créé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon pour le bruit, DC Pilote Provence, voici maintenant 3 ans et demi. L'idée c'était vraiment d'apporter la capacité à donner une expertise de formation faite dans des grands groupes à des entreprises qui, parce qu'elles sont plus petites, n'ont pas toujours ni la charge de travail nécessaire, ni les moyens de payer un directeur commercial à 100 000 euros par an pour générer ces choses-là. Et donc on s'est dit, on va créer un réseau en France de gens qui vont être capables d'intervenir au sein de l'entreprise et qui va booster la performance de l'entreprise, en tout cas aider à la booster, tout en faisant partie de l'équipe. Vraiment, on intervient comme si on était membre de l'équipe et avec, l'idée qu'on n'a pas le savoir, absolu. On a vraiment besoin de s'adapter, à la culture des chefs d'entreprise, à la façon de fonctionner des gens, aux équipes qu'on va rencontrer, mais tout ça en apportant un savoir-faire que peut-être, va pouvoir être exploité pour gagner rapidement plus de performance. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Pourquoi je pense que je peux faire ça? J'ai passé 20 ans à faire de la direction commerciale, donc 15 ans chez Xerox, où j'ai été pas mal formé, je pense, notamment sur la technique de vente, qui est quelque chose qui me passionne, vous allez le voir. Et puis derrière, j'ai travaillé sur de la télévente, sur de la vente virtuelle, la vente en ligne, et avec, à des niveaux qui sont parfois très opérationnels et parfois de direction générale. Donc j'ai, je pense, une expérience qui me permet de faire ça. Alors, du coup, je suis un peu un dinosaure de la vente et on peut se poser la question de savoir pourquoi, à l'ère numérique, au moment où on a la capacité à diffuser une information extrêmement, large auprès de beaucoup de gens, pourquoi est-ce encore utile, peut-être d'avoir une méthode de vente un peu sophistiquée en face à face pour aller convaincre des gens de faire quelque chose? Bah, parce qu'en fait, on se rend compte que, on ne peut pas vendre tous les produits simplement en le présentant, on ne peut pas vendre tous les services, surtout ceux qui sont complexes, surtout ceux qui sont chers et probablement plus en B2B que dans le reste du monde, si on n'a pas, quelque chose qui permet, de mieux expliquer la valeur de ces services-là. Quand on s'intéresse, au marché du e-business, on voit que, aujourd'hui, c'est un marché qui est fortement en croissance, hein. On a en volume d'achat, 30 de croissance par an, c'est quand même, non négligeable. Il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient faire ça, sur leur propre marché et ça représente déjà 18 des ventes en chiffre d'affaires. Mais c'est pas seulement la valeur qui compte, c'est aussi le fait que, la e-information, le web représente pour 9 acheteurs sur 10 une source d'information qui leur permet de préparer leur achat. Alors ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. En revanche,
Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que le panier moyen de l'achat web ne dépasse pas 65 € et même en décroissance régulière. Il y a plusieurs explications à ça, dont certaines que je vais évoquer juste après. Les secteurs qui sont touchés sont essentiellement le petit équipement de bureau, le petit équipement informatique et le secteur du transport et du tourisme qui sont grosso modo ceux qui représentent la majorité des achats sur internet. Je crois qu'à ces 3 secteurs-là, on a à peu près 80 % des achats en valeur. Hem, je suis parti en arrière, je pense. Voilà, ce qui veut dire que grosso modo, on a, un pardon, voilà, je vais y arriver. Grosso modo, on a, le constat qui est que les produits complexes, les solutions qui sont un peu chères, les services un peu complexes sont peu représentés, dans les ventes en ligne et du coup, ça ne suffit pas de faire monter sa notoriété sur LinkedIn, son selling, index sur son social selling index sur LinkedIn, ça ne suffit pas de le faire. Il y a bien besoin de faire quelque chose de plus, et ce quelque chose de plus est directement lié à la façon dont on achète. Alors, c'est évident que quand quelque chose est complexe, c'est pas simple a priori d'en comprendre les bénéfices immédiats, en totalité en tout cas, et donc la valeur ajoutée d'un service par exemple ou d'un produit complexe, d'un produit cher. Il est plus compliqué de comprendre ça, seulement en lisant un certain nombre de choses que lorsqu'on a une interaction avec quelqu'un. Du coup, l'acheteur a souvent une petite crainte à la prise de décision parce qu'il a peur de se tromper dans son choix lorsqu'il est seulement sur internet et c'est ce qui fait que la majorité des produits et des services achetés sur internet sont plutôt standardisés. Ça, c'est le premier sujet qu'on peut voir et le deuxième sujet, c'est que puisque ces produits sont standardisés, les acheteurs auront tendance à faire baisser les prix facilement puisqu'on peut comparer les produits et donc finalement le facteur différenciant qu'on aura, ce sera le facteur prix. Donc ça, c'est pas forcément très bon pour les produits, évidemment j'ai un petit problème, pour les produits, qui sont à valeur ajoutée forte, on va dire. La deuxième conséquence, qui découle de ce qu'on vient de dire là, c'est que le vendeur a quand même pas mal de mal, celui qui propose le produit a quand même pas mal de mal à maîtriser la compréhension par l'acheteur de ses bénéfices s'il n'est pas en face de lui. Donc quand on est sur internet, on a beau essayer de faire des documents qui sont les plus propres possibles, des tutoriels qui sont les mieux faits possibles, on prévoit pas toutes les réactions et on sait surtout pas comment, la personne en face de nous va recevoir le bénéfice qu'on est en train de lui présenter. Du coup, ce qu'on voit en fait, c'est que le vendeur influence peu le processus de vente et c'est particulièrement vrai en B2B et c'est particulièrement vrai sur des processus qui sont chers ou complexes. Du coup, évidemment, je vais pas inventer l'eau froide, heu, il est évident que pour vendre cher, on a donc besoin probablement d'avoir quelqu'un qui est un être pensant et qui plus est, qui va comprendre exactement les mécanismes et qui va maîtriser les mécanismes de déclenchement de l'achat et c'est ce dont on va parler. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, moi, on déciderait d'acheter quelque chose d'assez cher, sur lequel on va investir pas mal d'argent? Pourquoi on prendrait cette décision-là? Mais parce que quand on est acheteur, on va prendre la décision de dépenser de l'argent, d'investir dans quelque chose, si ce quelque chose va permettre de régler un problème qui paraît important pour nous. Si le problème n'est pas important, on ne dépensera pas l'argent. Si l'opportunité que cette chose-là va me permettre de saisir n'est pas suffisante, on ne va pas dépenser de l'argent. Donc le premier sujet, c'est vraiment d'avoir identifié quelque chose qui permette de déclencher cet achat parce qu'il faut régler une situation où il faut capturer une opportunité. La deuxième, évidemment, c'est trivial, il faut que la solution proposée paraisse de nature à soit régler le problème, soit favoriser, l'atteinte de cette opportunité. Et puis la troisième des choses, c'est que la personne qui vous propose de vous accompagner, de mettre en place, de vous former et de vous proposer cette solution complexe, il faut qu'elle soit crédible et fiable. Voilà, j'ai mis Mandela, mais clairement, c'est au moins aussi important que le reste, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que, probablement, ce ne sera pas vous qui ferez la vente. Si on parle de bénéfices, si on dit qu'on va investir lorsqu'on a compris que c'était vraiment important de le faire, alors ça veut dire que la première des bonnes pratiques en face à face, c'est de ne jamais, quand on le peut, présenter un prix avant d'avoir convaincu votre interlocuteur qu'il y a une vraie valeur pour lui, avant de lui avoir donné envie d'acquérir la chose. Si vous ne faites pas ça, tous les prix présentés seront trop élevés, on sera toujours trop cher. Un prix présenté trop vite et un prix qui est trop élevé, quoi qu'il arrive. Deuxième sujet, évidemment que puisqu'on dit qu'il faut déclencher l'achat à partir d'une problématique, il faut bien identifier les choses, les problématiques, les sujets sur lesquels votre interlocuteur va se dire, pour lesquels il va se dire: «Il faut que
je fasse quelque chose pour modifier ma situation. Évidemment, si on parle de ça, il va falloir que votre solution, je viens de le dire, soit de nature à régler cette solution et soit perçue comme telle. Donc vous allez devoir présenter votre solution en fonction de la valeur ajoutée qu'elle représente pour ces problématiques. Enfin, si vous voulez qu'il travaille avec vous, il va bien falloir le rassurer sur votre crédibilité, votre capacité à faire les choses correctement et à l'accompagner sur la mise en place et la formation de ses produits. On dirait ça a l'air très facile, mais finalement, comment fait-on? Et ben, pour faire ça, il faut accepter de, heu, suivre une méthode de vente qui est assez rigoureuse et moi j'aime bien, parler de cette méthode-là parce que souvent, le prérequis, enfin ce qu'on entend des commerciaux, c'est que c'est quand même des gens qui ont beaucoup de bagou, qui vont vous emmener dans des endroits où vous n'avez pas envie d'y aller et pas forcément toujours de la bonne manière et pour les bonnes raisons. En l'occurrence là, il s'agit vraiment de comprendre comment on peut identifier quelles sont les vraies valeurs ajoutées dont ont besoin les clients qui sont en face de nous, les futurs clients qui sont en face de nous et comment on va les leur présenter. Alors cette technique, dont je parle, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Neil Rackham. Il l'a fait dans les années 70-80 aux États-Unis. Il l'a fait parce qu'il était mandaté par des entreprises, très importantes, notamment des entreprises de type technologie. On peut citer parmi celles-ci IBM, Xerox et quelques autres. C'est d'ailleurs Xerox qui m'a formé à ça. Et ces entreprises se demandaient comment rendre plus efficaces, les commerciaux, quand ils étaient en face de leurs clients. J'ai mis quelques chiffres, ici, là, qui sont, je pense, intéressants. D'abord, on parle de B2B, évidemment. Rappelez-vous qu'on parle plutôt de produits et de services à forte valeur, financière et forte valeur ajoutée, parce que s'il s'agit d'acheter, je sais pas moi, une webcam à 50 €, il est évident que quand on aura techniquement compris, comment elles se comparent les unes aux autres, on est en face de produits standardisés. On n'a pas vraiment besoin d'avoir une compréhension, quoique peut-être qu'un peu de technique photo, serait utile, pour mieux utiliser la webcam. Mais si on parle de service à valeur, alors, ça vaut la peine de faire les choses et la première fois que Neil Rackham a essayé, de développer une technique de vente, il s'est planté en fait, les interlocuteurs qu'il avait en face de lui n'ont pas été convaincus. Du coup, il s'est dit: «Il y a vraiment quelque chose, qu'il faut que je comprenne» et ils ont étudié avec son équipe, de l'entreprise Hustwaite, ils ont, étudié 35 000 entretiens, de vente et sur une période quand même qui a duré 10 ans. Et c'est intéressant parce que les 2 derniers chiffres, parlent d'eux-mêmes. Grosso modo, sur ces 35 000 entretiens, et tous les chiffres qu'on aura, proviennent de ces études-là, on se rend compte que seuls 20 ont été positivement conclus, les ventes ont été faites. Si on a utilisé quasiment aucune technique de vente, si on s'est contenté de présenter les produits en face des clients, on avait réussi à conclure l'affaire qu'1 fois sur 5, ce qui est extrêmement faible en taux de succès. Si on utilise, les techniques qui ont été issues des entretiens qui ont eu du succès, Neil Rackham constate que, quand on grosso modo on utilise cette technique du spin selling, on est 3 fois plus, efficace et on a un taux de succès qui est de l'ordre de 60, ce qui veut dire qu'on fait quand même 2 affaires sur 3. Et ça, c'est quand même non négligeable et ça vaut la peine de s'y pencher. Alors qu'est-ce que le spin? Bah, spin, c'est un acronyme. En français, on dit le SPIB et qu'est-ce que ça veut dire? S veut dire situation. Concrètement, il s'agit là de comprendre les enjeux, les objectifs de nos clients. P, c'est problème, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir là quels sont les freins, quels sont les problèmes, que vont rencontrer nos clients. Vous noterez qu'ici j'ai indiqué implicite, explicite, on verra, en quoi c'est vraiment important de faire la différence entre les 2. Puis derrière, il y a le I de implication qui est: quelles sont les conséquences mesurables, du fait de ne pas régler ces problèmes? En quoi ces problèmes, agissent négativement sur les entreprises ou quels sont les manques à gagner lorsqu'on parle d'une opportunité, à côté desquels on passe si jamais on n'agit pas pour capturer l'opportunité. Et cette façon de travailler, si vous travaillez sur des problématiques suffisamment intéressantes, si vous travaillez sur des opportunités qui sont, vraiment intéressantes à capturer, alors déclenche un besoin d'agir auprès de votre interlocuteur. Alors comment on fait? Eh ben, d'abord, on parle de la situation et il s'agit, comme je vous le disais, d'aller comprendre les enjeux, comprendre la façon dont les gens travaillent, comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés et réellement les objectifs qu'ils ont, pour travailler. Et dans cette phase-là, contrairement à ce que je suis en train de faire là, le commercial ne doit pas parler. Il doit vraiment écouter son client et surtout le faire parler. Si on parle un peu de technique de vente là, de façon très, très courte, on va utiliser des questions ouvertes. Plutôt que de dire: «Est-ce que vous avez une machine Intel?», on va demander: «Quel type de machines sont utilisées, par, l'atelier de notre client? Quel type de prestations sont utilisées?
comment ils jugent la valeur de la prestation aujourd'hui et non pas s'ils en sont contents. Parce que si vous utilisez une question fermée, évidemment, la réponse va être: «Oui, je suis content» et vous êtes bien embêté pour continuer. Donc le sujet, c'est vraiment de faire participer, de faire livrer, à votre interlocuteur le plus d'informations possible et pour ça, il faut lui poser des questions auxquelles il ne peut pas répondre par oui ou par non et l'écouter de façon active. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre dans ce qu'il vous dit, au-delà d'entendre ses mots, comprendre tout ce qu'il veut dire. Écouter toutes les informations jusqu'à la fin de sa phrase. C'est souvent difficile, on a souvent, la tentation de commencer à réfléchir parce que la première chose que nous dit notre interlocuteur, nous fait penser à quelque chose d'autre. Mais en fait, il faut se forcer à vraiment comprendre au fond des choses ce qu'il y a derrière ce discours. Et il faut utiliser une autre technique qui est intéressante, qui s'appelle le silence. Quand il y a un silence, si le silence est assez prolongé, vous avez, un quelque chose qui est vraiment dans la nature humaine, qui va forcer votre interlocuteur et qui va le pousser à essayer de le combler en parlant. Et quand il parle à ce moment-là, il va vous livrer une information que peut-être il n'aurait pas donnée et souvent on se rend compte qu'après un silence, la relance faite par son interlocuteur, pardon, est extrêmement intéressante en termes d'information. Donc on va vraiment travailler sur cette partie, de d'écoute active et de relance. Et on va essayer d'identifier quelles sont les problématiques ou quels sont les freins pour notre interlocuteur en face de nous là, pour atteindre ces objectifs, ce qu'il s'est fixé. Une fois qu'on sait imaginer que peut-être, et je vais donner un exemple juste après pour qu'on comprenne bien mon propos, une fois qu'on s'est imaginé que peut-être il y avait une difficulté, il va falloir la valider. Et donc il va falloir faire dire à votre interlocuteur qu'effectivement, cette difficulté existe. C'est ce qu'on appelle, passer d'un problème ou d'une problématique qu'on pensait être jusque-là existante et qui est donc implicite dans le propos de notre interlocuteur, qui n'a pas été exprimée, à le fait de lui faire verbaliser cette problématique et donc elle devient explicite. Ça a 2 intérêts. D'abord, on est certain qu'on ne s'est pas trompé, hein, il faut bien faire la différence entre «je pense» et je sais quand on est commercial, donc on va valider ça. La deuxième des choses, c'est qu'en la lui faisant exprimer, on la lui remet à l'esprit et donc on la rend un peu plus importante. C'est extrêmement intéressant de faire comme ça et comment on fait ça? Eh ben, on le fait, à partir de questions, cette fois-ci, qui ne sont pas ouvertes, puisqu'on veut vérifier quelque chose. On va donc poser la question directement, on va lui dire: «Est-ce vrai que vous avez, tel problème?» Je vous donne l'exemple, qui va me servir de fil rouge. On est dans le cadre d'un commercial qui vend des machines dans un atelier de production, qui a en face de lui, le patron de l'atelier et qui lui demande s'il a, quel type de machine il a dans son atelier. Et le client lui répond: «Bah, écoutez, j'ai des machines Kelplay», choisis ce nom bien sûr, à dessein. C'est le reflet d'une vraie discussion qu'il a pu avoir avec le commercial, et donc le commercial pose la question de problème puisqu'il connaît un peu les machines Kelplay. Il dit: «Est-ce que ces machines sont difficiles à utiliser?» Le client lui répond: «Bah oui, les machines sont assez compliquées à utiliser, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des programmes de formation qui sont d'ailleurs assez longs, assez lourds et qui permettent à nos opérateurs de bien utiliser ces machines». Bon là, le commercial qui s'arrête au problème explicite, qui a été donc exprimé par son client, la difficulté, d'utiliser les machines, la nécessité de mettre en place une formation qui peut être un peu longue, il dit: «Écoutez, ça tombe bien parce que moi j'ai une machine qui s'appelle Magnifique et cette machine, elle permet justement, de ne pas avoir une formation très longue parce que son interface est bien faite et donc du coup, on a vraiment quelque chose qui va vous faire gagner du temps en termes de formation». «Très bien», dit son client, «et combien ça coûte?» Et le commercial lui répond, évidemment, beaucoup trop vite, 30 000 €. Ce à quoi, évidemment, naturellement, le chef d'atelier va répondre: «Écoutez, vous êtes gentil, mais vous plaisantez, j'imagine, vous n'espérez pas que je vais dépenser 30 000 € pour rendre mes machines plus faciles à utiliser». À ce stade, on a quand même quelque chose qu'on a identifié comme étant un problème explicite, donc qui existe vraiment. C'est bien, on a fait un peu mieux que prévu, on a plus de chances quand même de conclure la vente, mais vous voyez à ce stade-là, ça n'est pas suffisant et il ne faut surtout pas, se contenter, de faire ce genre de choses. On a besoin d'aller un peu plus loin que ça. On a besoin, en fait, de se remémorer la raison pour laquelle notre acheteur va prendre cette décision. Il va prendre la décision d'investir parce qu'il ressent la nécessité de changer. Changer pour capturer l'opportunité, on l'a dit tout à l'heure, changer pour résoudre un problème, mais il ressent cette nécessité. Et comment est-ce qu'il ressent cette nécessité? C'est assez simple. Alors j'ai modélisé une balance, elle n'est pas très jolie, vous m'en excuserez.
Mais on voit bien qu'ici, on représente d'un côté de la balance sur un plateau le poids du problème, la difficulté du problème, vraiment le poids que ça représente pour l'entreprise. Et puis de l'autre côté, on a son coût de mise en œuvre, soit d'acquisition, soit d'organisation, soit de temps de mise en place, soit de formation, peu importe. On voit bien que si le problème n'est pas perçu comme suffisamment important par rapport au coût qu'il génère, on n'a aucune chance de convaincre un acheteur d'acheter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller tester quelque chose qui va être le déclencheur. Et vraiment, si on constate que quand on a fait exprimer un problème, la décision d'achat passe de 20 à 30, on arrive grosso modo à avoir 30 d'entretien réussi, ça ne suffit vraiment pas, sur ces produits complexes, à décider vraiment l'intention d'achat. Ce qui décide de l'intention d'achat, c'est la prise de conscience par votre interlocuteur de l'intégralité des conséquences de ne pas agir et de leur coût en entièreté. Donc on a vraiment là intérêt à aller faire quelque chose qui va être d'explorer ces conséquences, de valider pour l'interlocuteur le poids qu'elles peuvent avoir. Et donc on va recommencer une sorte d'exploration, cette fois-ci, pour aller comprendre quelles sont les conséquences. Si par exemple, je reprends l'histoire de l'atelier, si le commercial avait à ce moment-là dit, je comprends, donc vous avez un programme de formation fait pour vos opérateurs. Quel est le coût de ce programme pour vous? Grosso modo, si on regarde ce que ça vous coûte, comment ça se décline? C'est vraiment une question ouverte là, hein, une question qui n'appelle pas une réponse par oui ou par non. La réponse du client à ce moment-là aurait été: «Bah, écoutez, on estime, que le coût de la formation est à peu près de 5 000 € par personne, parce qu'on a, 4 000 € de formation, c'est plusieurs jours, ça se fait à l'usine, c'est vraiment fait par des gens qui sont très techniques, hein. La machine est vraiment complexe, donc il y a besoin d'une grande technicité. Le déplacement est assez lourd, les frais de restauration et d'hébergement sont lourds. Le manque à gagner d'un opérateur qui ne travaille pas pendant 2 jours est quand même lourd, grosso modo. Tout mis bout à bout, là, on estime que le coût de formation pour un opérateur, c'est de 5 000 € par opérateur. Très bien, et vous en avez formé combien depuis le début de l'année? Ah ben, ça c'est un vrai problème parce que comme ces machines sont complexes, nos opérateurs ont quand même tendance à se lasser, sont pas très agréables à utiliser et du coup on a un fort turnover. On a dû en former 5 depuis le début de l'année. Et donc si on fait un rapide calcul, on se rend compte qu'aujourd'hui là, la machine, la formation de ces machines-là a déjà coûté 25 000 €. Le remplacement de ces machines-là coûterait 30 000. On se rapproche déjà d'une solution où on a un équilibre entre le coût de mise en place et le coût du problème. Et donc on peut continuer à explorer les conséquences. On parlait d'explorer toutes les conséquences, il faudra le faire pour toutes. La deuxième des conséquences, c'est quoi? C'est le turnover. Si on a un turnover, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui s'en vont. Donc la question à poser là, évidemment, c'est: et alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez un départ? Comment vous faites pour pallier le départ? Il y a 2 réponses de l'acheteur qui répond, la première des choses, c'est qu'on fait intervenir des gens, en heures supplémentaires. Alors il faut qu'ils le veuillent, ils ne sont pas toujours très contents de le faire. On a tendance un peu à les pousser pour le faire. Et ça nous coûte cher parce que ça nous coûte entre 1,5 fois et 2 fois le coût du salaire normal, qui est donc à ajouter, au coût de la formation. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est que quand on n'arrive pas à le faire, on recourt à la sous-traitance. Et cette sous-traitance, on n'en maîtrise pas toujours les process qualité, on a parfois des problèmes de qualité de produit. Si on creuse un peu, les problèmes de qualité de produit donnent des insatisfactions clients, donc qui peuvent évidemment déboucher sur une perte de clients. On a en plus parfois des plannings de production qui sont un peu longs. Donc, grosso modo, mis bout à bout, on voit que quand on va reformuler l'intégralité des problèmes en disant: «Votre machine est compliquée à utiliser, ça nécessite de former, des gens, de façon assez fréquente. Vous avez un fort turnover qui génère derrière des coûts qui sont assez importants». On se rend compte que finalement, on arrive à une situation dans laquelle le poids de la solution existante est bien plus important. Les conséquences de ne pas agir sont bien plus coûteuses pour l'entreprise que le fait de changer de machine. Et c'est ça qui déclenche l'achat. Et c'est là qu'on a, quand on fait bien ce genre de choses, un taux de succès qui est cette fois-ci encore doublé par rapport à ce qu'on a d'habitude. Je suis un peu vite, je vais recommencer. Donc si on ne fait que, heu, présenter le produit, on a un taux de succès sur les entretiens, qui a été suivi par X-Way sur les 35 000 entretiens là, de près de 20. Donc les commerciaux qui ne faisaient que cela gagnaient à peu près une affaire sur 5. S'ils faisaient exprimer des problèmes, qui devenaient donc explicites, ils gagnaient presque la moitié, d'augmentation de taux de succès, ils arrivaient à 30. Mais ceux qui arrivaient à faire définir à leurs clients quelles étaient les problématiques et leurs conséquences et à en faire prendre conscience et qui arrivaient à proposer leurs solutions en fonction de ces problématiques, arrivaient à un taux de succès de près de 60. Et c'est ça
qui est le sel de la vente à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est assez technique. Il suffit d'arriver à identifier des problématiques qui sont vraiment importantes et de montrer en quoi votre solution va être capable de régler ces problématiques. Et c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Alors comment on fait pour déclencher le désir d'acquérir sa propre solution? Eh bien, on parle de bénéfice. Le bénéfice, c'est donc une caractéristique de la machine, un fonctionnement de la machine, de la prestation, de ce que vous présentez de votre solution, qui va permettre de résoudre un problème qui est perçu comme étant important. Donc, les bénéfices, en fait, ce sont les vrais points d'appui de la vente. Et c'est avec ces bénéfices que vous allez convaincre vos clients que, une fois qu'ils ont décidé qu'il fallait qu'ils agissent, c'est avec votre solution qu'ils vont le faire. C'est donc vraiment important d'aller présenter votre solution en fonction des bénéfices qu'il représente par rapport à aux problématiques soulevées ou aux opportunités dont on a parlé. Et puis après, une fois qu'on a dit: «Il faut que j'agisse, il faut que j'agisse avec ce type de solution», faut-il encore qu'il le fasse avec vous. Et c'est la dernière bonne pratique qui reste à faire évidemment, c'est de soigner votre crédibilité, votre pertinence en face de votre client. Pour ça, il faut soigner votre pitch. Alors je ne vais pas faire un cours sur le pitch, mais dans le pitch, il y a quelque chose d'extrêmement important qui est la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter qui permet de penser à la personne en face de nous, qu'il a besoin de nous pour faire ce qu'il a besoin de faire. Et le deuxième du sujet, c'est qu'il faut donner des preuves du sérieux de votre entreprise et de votre sérieux à vous, évidemment. Il n'y a rien de mieux quand on parle d'un service, par exemple, et qu'on dit que on va accompagner nos clients dans la formation, dans la mise en place, dans le suivi, pour que la mise en œuvre soit la plus efficace possible. Il n'y a rien de mieux que de parler de son organisation, qui permet de le faire, de témoignages clients qui, évidemment, permet aussi de faire ça, de montrer que d'autres gens sont contents, ont été contents de ce que vous avez fait. Et puis les certifications et tous les engagements de qualité et de service sont des choses qui ne peuvent que rassurer vos clients. Et donc, vous avez finalement réussi à dire: «J'ai besoin d'agir, j'ai trouvé la solution qui me convient et c'est avec cette personne-là que je veux le faire. Il suffit maintenant de conclure votre vente, d'emmener votre client en action», et pour ça, il n'y a rien de mieux que de reformuler tout ce qu'on s'est dit jusque-là, de faire valider à votre client que oui, il a bien ce problème, que oui, la solution, il est convaincu que c'est bien cette solution qui pourrait l'aider, qu'effectivement, l'entreprise paraît sérieuse et que du coup, on n'a plus qu'à imaginer comment on va pouvoir mettre en place notre processus dans le cadre de son mode de fonctionnement. Et donc on l'emmène dans le futur en lui demandant à quel moment on pourrait mettre ça au mieux, par exemple. Et en fait, on va se contenter à ce moment-là d'une seule tentative de conclusion. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus que ça. On n'est pas des commerciaux qui vendent des tapis. On n'a pas besoin tous les 15 secondes de demander à notre client s'il est d'accord de travailler avec nous. On va attendre d'être certain qu'on l'a convaincu sur la valeur ajoutée de la solution, par rapport à un problème qui l'importe vraiment, et que c'est avec nous qu'il veut le faire. À partir de ce moment-là, on va pouvoir vraiment conclure la vente. Et on constate qu'on a, dans les entretiens où il y a le moins de tentatives de conclusion, il en faut quand même évidemment, mais là où il y en a le moins, on constate qu'on est 2 fois plus efficace que quand on a quelqu'un qui passe son temps à forcer son client à vouloir signer. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Heu, la tentative de conclusion amènera donc des entretiens qui seront avec 60 de taux de succès. Ce que j'ai mis juste derrière, si vous voulez télécharger le PowerPoint, si ça vous intéresse, j'ai mis 3 slides qui permettent de comprendre les différences entre l'exploration, comment on creuse un problème, comment on le valide, comment on creuse ses conséquences et comment on reformule tout ça. Donc vous allez pouvoir faire quelques exercices qu'on va pas faire ensemble maintenant. Je pense qu'il y a des questions. Malheureusement, j'ai pas les yeux qui me permettent de les lire, donc je vais demander à Christophe de m'aider à le faire et je vais essayer d'y répondre. Alors, ça commence à fuser, ouais. Alors déjà, je vois une question, plus technique. Est-ce que la session est enregistrée? Oui, je le redis, je l'ai dit en début de webinaire. Vous pourrez voir le webinaire en replay et télécharger, en vous rendant sur la page du webinaire, le document de guide. Patrick nous dit: «Merci pour la qualité de cette présentation». Merci Patrick, Merci beaucoup. donc bravo guide. J'imagine qu'il y a des questions, vraiment sur la thématique. Oui, je vois que ça a écrit un peu de tous les côtés. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple de vente pour un service et non un produit? Ah oui, par exemple, on peut parler de la formation, on peut parler de service maintenance.
Quand on a un contrat de maintenance sur un produit, il est évident que, on va présenter un coût de maintenance et si on se contente de dire à un client, ça vaudra, 5 000 € par an, cette maintenance, on va probablement essuyer un refus. Alors que si on travaille sur les problématiques, si, la maintenance d'un produit dont on parle, est une maintenance, si le produit pardon est stratégique, c'est-à-dire que si son immobilisation génère un coût pour l'entreprise, le fait de valoriser ce coût pour l'entreprise va déjà permettre d'imaginer une contrepartie au coût initial de la formation, de la maintenance. Si après, on pense que dans la maintenance, il y a une capacité probablement à réduire la fréquence des pannes. On va donc essayer de travailler sur les problématiques qui sont directement liées au taux de fréquence des pannes. Et si ces fréquences-là sont importantes, et si elles induisent une conséquence importante, alors on va pouvoir intégrer ça dans le poids du problème actuel. Et du coup, vous allez valoriser avec ce service de maintenance, par exemple, vous allez valoriser la capacité à disposer du matériel, quoi qu'il arrive, à réduire, quoi qu'il arrive, les temps d'indisponibilité du matériel, pardon, en face de quoi vous mettrez un prix qui peut être extrêmement important, parce que ce que vous allez faire gagner l'entreprise, de toutes les façons, est très important. Et là où c'est intéressant, c'est que si vous ne faites pas cette démarche avec votre client, bien sûr qu'il aura conscience du fait que les machines sont assez fréquemment en panne. Mais probablement, soit il n'aura pas envie vraiment d'explorer le sujet, soit il n'aura pas vraiment envie de regarder l'intégralité de ses coûts et de les mettre en face de votre coût à vous. Donc ça, c'est un premier exemple. On peut tout à fait imaginer la même chose lorsqu'on vend des séjours touristiques, hein. Si on a bien compris ce que recherchaient les gens, j'accompagnais une entreprise d'ailleurs qui fait des voyages vraiment à façon et qui cherche à comprendre l'envie profonde des gens pour leur créer leur voyage de leur vie. Eh bien, si vous faites ça correctement et que derrière vous mettez en face de leur envie d'aller, je sais pas moi, revivre un moment de leur vie qui était vraiment sympathique, tout en le faisant dans un environnement tout à fait différent, vous allez être capable de mettre en face de cette envie-là, les caractéristiques de votre voyage qui permettent de faire ça. Et c'est ça, en fait, qui permettra de convaincre les gens que c'est ce voyage-là qu'il faut qu'ils prennent et pas n'importe quel voyage présenté en ligne. Pardon pour la réponse longue. Non, c'est très bien. C'était Mariola donc qui posait la question. Merci J'espère que Mariana. la réponse, vous a satisfait. Yann M nous demande: «Transformer des caractéristiques produits en bénéfices clients, c'est ça la clé?» Oui, c'est exactement ça la clé. En fait, il y a en vente ce qu'on appelle le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Caractéristiques, c'est, si on prend l'exemple d'un code de voiture, le code de voiture fait 200 litres. Super. Ça vous dit pas grand-chose et à moi non plus. En tout cas, à moi, ça dit pas grand-chose. Avantage, qu'est-ce que c'est? C'est à quoi sert le bénéfice pour à peu près tout le monde, mais sans vraiment personnaliser. Il permet de remplir ce coffre avec 5 valises. Alors 200 litres, ça va pas être assez, mais peu importe. Avec 5 valises. Là encore, si vous avez de la chance, les gens qui ont besoin de faire ce genre de choses vont se reconnaître. Mais le bénéfice, en fait, c'est à quoi ça sert à vous, monsieur, madame, qui avez ce problème à régler, qui aujourd'hui avait une voiture trop petite pour emmener l'intégralité des valises de votre famille, et qui cherchait à faire différemment. Et quand je vais vous dire que ma voiture, elle est faite pour justement des gens comme vous, qui ont besoin d'emmener beaucoup de choses en vacances, et qui va, avec l'ergonomie de son coffre, vous permettre de caser toutes les valises dont vous avez besoin, vous allez là avoir à quoi ça vous sert à vous, et c'est ça le bénéfice, et seul le bénéfice fait vendre, parce que c'est ça qui permet à la personne en face de vous de se projeter dans la solution de son problème. On a Patrick R qui nous demande: «Ces techniques permettent-elles les ventes en one shot?» Oui, évidemment. Ces techniques sont un peu longues, parce que vous avez compris que l'entretien va durer du coup 45 minutes, 1 heure, pour bien explorer les choses. Mais oui, effectivement, à partir du moment où vous avez convaincu la personne qu'il faut qu'il agisse, parce qu'il faut qu'il règle son problème, que la solution en face de lui est la bonne solution, et qu'il a la bonne personne en face, il n'y a aucune raison de ne pas conclure immédiatement la vente. Et donc il faut faire les choses en prenant le temps de les faire, et à partir du moment où vous avez acquis ces 3 points qui sont: je dois agir, j'ai compris que c'est la bonne solution et je sais que c'est avec la bonne personne, il ne faut surtout pas perdre de temps, parce qu'après le soulevé va redescendre et votre client pourra avoir plein de choses qui vont le distraire de l'acte de vente et donc il faut conclure tout de suite. Donc oui pour le one shot. Cédric ensuite, Cédric P nous demande: «Comment détecter pardon, le plafond à ne pas dépasser?» Alors ça nécessiterait un webinaire complet qui explique ce que c'est qu'un prix psychologique. En fait, un prix, ça ne veut rien dire. Euh, Il y a des gens qui vont acheter des 2 chevaux à je sais pas combien, je sais pas comment ça vaut une 2 chevaux, enfin ça se vend plus, mais les C1, on va dire, Citroën à 6 000 €, et des gens qui vont acheter des Ferrari à 200 000. Ces gens-là, ils ont des bonnes raisons de le faire. Et en fait,
ils dépensent l'argent qu'ils pensent être juste pour acquérir ce qu'ils veulent acquérir. Donc un prix n'existe pas dans la tête d'un client, c'est juste la perception de la valeur et ce qu'il est prêt à dépenser pour acquérir cette valeur. Donc, rappelle-moi la question parce que je crois que j'ai un peu Comment digressé. détecter le plafond à ne pas Voilà, dépasser? donc en fait, le sujet, c'est de dire: «Il faut que j'arrive, à identifier quelles sont toutes les valeurs possibles de ma solution pour vendre le plus cher possible et c'est dans la négociation que je me rendrai compte quel est le prix à ne pas dépasser». Mon conseil sur le sujet, si j'en ai un à vous donner, c'est de partir toujours au prix le plus cher, mais seulement après avoir vendu la valeur et de se servir des négociations commerciales pour conclure la vente, le plus vite possible. Alors on a une longue question, de Gary V. Donc, Gary, je vais me faire votre voix, hein. Alors, il nous dit: «Je vais prendre mon exemple concret. Je suis conseiller financier et mon domaine est compétitif dans le sens où il existe beaucoup de commerciaux qui vendent du produit plutôt que de fournir du conseil. Si je comprends bien votre présentation, je dois travailler mon pitch, retour d'expérience de client existant pour me démarquer de ma concurrence». Oui, c'est un premier sujet. Il faut effectivement vous rendre crédible en travers de votre pitch et il faut également très vite vous intéresser à votre client et lui expliquer que vous avez pléthore d'outils à votre disposition, mais que pour choisir ceux qui seront adaptés vraiment à ce qu'il veut faire, il est important que vous compreniez, ses intentions dans l'avenir et c'est en le questionnant sur ce qu'il veut faire, en lui posant des questions les plus pertinentes possibles pour bien comprendre et lui montrer que vous avez compris, ses ses intentions, que vous allez pouvoir, après quoi, vous différencier des autres. Parce qu'il y a finalement beaucoup plus de gens qui présentent des produits sur catalogue en disant: «Bah, je peux vous présenter ça, qui fait ça, ça et ça», plutôt des gens qui vous disent: «J'aimerais vraiment comprendre quel est votre souci» et sur les différents critères, disponibilité, rentabilité, risque-prix et cetera. Il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut travailler et je pense très sincèrement que dans votre métier, la méthode SPIN là est une méthode qui serait extrêmement performante. Alors Yann M, pardon, a une seconde question. Quel nombre d'entretiens pour un service à forte valeur ajoutée? Conseil en gestion de patrimoine. Si vous avez des gens qui sont assez clairs sur ce qu'ils veulent faire, encore une fois, un entretien peut suffire, hein. Franchement, il n'y a pas de raison, d'imaginer qu'on va passer, 3 ou 4 séances différentes, à travailler avec des gens. Il faut juste qu'eux-mêmes soient assez définis sur quelles sont leurs intentions. En général, la vente, spot se fait quand même assez peu parce qu'on a quand même des gens qui sont assez, réticents à agir directement, mais pour ce qui me concerne, moi je vends pas de produits financiers, je vends de la prestation finalement. 2 entretiens suffisent. OK, alors je vois que Gary, V est en train d'écrire, une question. Ça sera la dernière si vous voulez bien. Entre-temps, mais, si vous avez, apprécié ce webinaire, bah, je vous invite, à la fin du webinaire à nous noter, hein, parce que Webikeo va vous demander de noter le webinaire. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, à la vente, n'hésitez pas à solliciter Yves. Mmh. Vous pouvez le faire à travers le webinar ou le faire à travers l'IRCE aussi. Et donc si vous avez aussi besoin d'être accompagné dans votre stratégie, d'un point de vue plus global aussi, n'hésitez pas à contacter l'IRCE. Même si vous n'êtes pas dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut voir s'il y a possibilité de vous accompagner. Et que ce soit en création, en développement d'entreprise, en reprise ou en cession, voilà, on pourra vous aider sur de nombreux sujets. Je complète ce que tu viens de dire, donc bien sûr, vous pouvez me retrouver moi au travers de l'IACE et aussi au travers du site d'Essai Pilote, qui est un site commun à nous tous, dans lequel on a mis en pratique ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on a mis en place un diagnostic, un autodiagnostic pour les entrepreneurs, qui est assez court et qui leur permet d'identifier les problématiques possibles. Et évidemment que quand ces problématiques deviennent un peu plus intéressantes pour eux, un peu plus prégnantes, leur intérêt, ça va être de nous contacter. Donc, on a vraiment essayé de travailler sur ce à quoi on pourrait servir aux personnes qu'on a en face de nous. Le site, de DC Pilote pour ceux qui veulent te contacter? DC Pilote, tu tapes DC directement Pilote? DC Pilote, on est très bien référencé. Voilà, nous IRCE, alors, il y a d'autres choses si vous tapez IRCE, mais le site c'est irce-paca.com. Voilà. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc je vous remercie et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinar. Merci à vous tous d'avoir été là. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.